On va se pencher aujourd'hui sur un mystère assez fascinant, un mystère qui se cache dans les mots qu'on utilise tous les jours, pour parler de nous, pour parler des autres. Tout part d'un problème, d'une sorte d'énigme au cœur de notre langage. Pensez-y une seconde. Quand on utilise des mots comme narcissique, paranoïaque ou même obsessionnel, c'est jamais un compliment, hein. C'est toujours pour pointer un défaut, un truc qui cloche, quelque chose qu'il faudrait réparer. Mais est-ce qu'il y avait une autre façon de voir les choses ? Et si, au fond, ce n'étaient pas des défauts, mais simplement des manières d'être différentes ? Ça nous amène directement à une lacune assez incroyable dans notre langue. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de mots simples, neutres, pour décrire des personnalités qui sont juste différentes, mais qui fonctionnent très bien ? Allez, on plonge là-dedans. Pour trouver un premier indice, il faut faire un peu d'archéologie et regarder d'où viennent tous ces termes. Et la réponse est là. Le langage de la psychologie, il est né dans le cabinet du médecin, dans la clinique. Tout ce vocabulaire a été inventé pour décrire ce qui ne va pas, ce qui dysfonctionne, et pas du tout pour décrire ce qui fonctionne, mais différemment. La conséquence est simple. Si une façon d'être ne causait pas assez de souffrance pour amener quelqu'un à consulter, eh bien, on ne lui donnait tout simplement pas de nom. Ça a créé un biais énorme dès le départ. Mais ça va encore plus loin. La psychologie moderne, même quand elle dit juste vouloir décrire, elle fonctionne avec des règles du jeu implicites, une sorte de cahier des charges de la personne normale. Il faut être autonome, savoir s'adapter socialement, être stable émotionnellement, productif et se conformer à un minimum. Si on s'écarte un peu trop de ça, hop, la différence devient un trouble. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet, à la clé qui permet de tout comprendre. C'est une distinction fondamentale que notre langage de tous les jours ignore complètement. D'abord, il y a la brique de base, le trait. Un trait, c'est juste une tendance. La méfiance, l'impulsivité, le besoin de contrôle. En soi, un trait n'est ni beau ni mauvais, c'est juste une couleur. Ensuite, ces traits, ces briques, s'assemblent pour former une structure. C'est l'architecture générale de la personnalité. Et le point capital, il est là. Une structure peut être tout à fait atypique, très différente de la moyenne, mais être parfaitement stable et fonctionnelle. Et enfin, tout au bout du spectre, il y a la pathologie. Là, on ne parle plus de traits ou de structures. On parle d'un système entier qui devient rigide, qui se retourne contre lui-même et qui ne peut plus s'adapter. C'est là que la souffrance et le dysfonctionnement apparaissent vraiment. Cet exemple est parfait pour illustrer le problème. On utilise le même mot, paranoïa, pour trois choses radicalement différentes. Au niveau du trait, c'est juste de la vigilance. Un bon stratège est un peu parano, il anticipe les menaces. Au niveau de la structure, c'est une personnalité méfiante, peut-être un peu suspicieuse, mais qui fonctionne. Et au niveau de la pathologie, là on parle de délire, de persécution, d'une souffrance intense. C'est pas du tout la même chose. Bon, si la distinction est si évidente pour les spécialistes, pourquoi est-ce qu'on continue de tout mélanger dans la vie de tous les jours ? Pour ça, il faut dézoomer et regarder la société dans son ensemble. Le truc, c'est que nos sociétés, surtout depuis l'ère industrielle, ont avant tout besoin de prévisibilité. Elles ont besoin de normaliser les comportements pour que la machine tourne. Donc, elles s'intéressent à ce qui dévie et qui pose problème. Une différence qui fonctionne et qui ne dérange personne, elle n'a aucun intérêt structurel, elle reste invisible. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que des sociétés plus anciennes avaient des archétypes, des rôles symboliques pour ces personnalités différentes. Le visionnaire, l'ermite, le fou du village. Ces structures atypiques avaient une place. La psychologie moderne, elle, a un peu tout remplacé par un seul prisme, celui de la clinique et du trouble potentiel. Alors comment on peut sortir de cette impasse ? Il y a un concept vraiment puissant qui vient d'un courant appelé l'analyse transactionnelle et qui peut nous aider à voir les choses autrement. On a tendance à faire des parallèles un peu rapides, du genre l'enfant intérieur, c'est une part primitive, donc c'est un peu comme une tendance psychopathique. Mais en fait, c'est une grosse erreur. Le vrai enjeu, ce n'est pas le contenu de notre monde intérieur. Non, la différence clé, le secret, c'est le contenant. C'est le concept d'encapsulation. Voilà l'idée. Une personne en bonne santé psychique n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'impulsions intenses, brutes, archaïques, pas du tout. C'est quelqu'un qui a une structure adulte, une métastructure mature, qui vient encapsuler, contenir et gérer ses impulsions. La pathologie, ce n'est donc pas l'impulsion elle-même, c'est quand le contenant, la structure régulatrice, est absente ou défaillante. Et tout ça nous amène à la conclusion, à la révélation finale qui explique pourquoi notre vocabulaire de l'esprit est si pauvre. Le point absolument crucial à retenir, c'est donc celui-ci. La différence entre une personnalité saine et une personnalité pathologique, ce n'est pas la présence ou l'absence de parts enfantines ou archaïques en nous. C'est la capacité de la structure globale, de l'instance adulte, à contenir, à encadrer ses parties. C'est la force et la souplesse du contenant qui fait toute la différence. Au final, ce manque de mots n'est pas un hasard, c'est le reflet d'une idée profondément ancrée dans notre culture. La différence psychique est presque systématiquement pensée comme une défaillance, comme une version cassée de la norme, quelque chose à corriger et non à comprendre. Et c'est la question qu'on peut se poser pour finir. Et si, au fond, on n'était pas cassé, mais juste
construit différemment. Peut-être que le premier pas, le plus important, c'est d'inventer un nouveau langage, un langage qui nous permettrait enfin de voir toute la richesse et la diversité de l'esprit humain.